Et donc nous poursuivons cette journée sur les innovations pour une alimentation durable avec cette thématique, la thématique de cette troisième table ronde, comme les 5 vidéos que nous venons de voir l'ont présenté, une assiette éthique et équitable. Alors, pour présenter les échanges et la table ronde que nous allons avoir maintenant, j'appelle Maureen à ce pupitre. Maureen. Ces vidéos montrent que produire durablement, c'est possible. Aussi diversifiées soient-elles, ces innovations portent l'espoir d'alternatives pour construire des filières de production plus respectueuses, préservant nos ressources. Ces initiatives invitent également à la réflexion sur la manière dont elles s'inscrivent dans le système alimentaire global et leur impact potentiel. À commencer par le fait que toutes ces initiatives, vous l'aurez remarqué, s'inscrivent dans un contexte local très spécifique. Un essaimage à plus grande échelle est-il alors possible ? Quels outils de diffusion pourraient ainsi être mobilisés ? De plus, quel soutien ces initiatives pourraient-elles bénéficier ou ont bénéficié des pouvoirs publics ? Qui plus est, ces produits semblent intégrer davantage une partie de la population déjà sensibilisée par les questions de durabilité. Ces initiatives doivent-elles forcément s'accompagner d'un changement de comportement des consommateurs pour espérer avoir un impact plus important ? Ce sont donc des questions qui seront débattues au cours de cette table ronde autour de la thématique de pourquoi et comment valoriser et préserver nos ressources environnementales et sociales. Merci. Maureen Mam, vous êtes étudiante Master IPAD et vous restez à notre tribune aux côtés de Marion Piouchard, également étudiante IPAD, et le reste de la tribune sera en visio. Alors, comme depuis ce matin, nous allons présenter sommairement l'ensemble des participants, c'est-à-dire les 3 autres interlocuteurs qui, eux, sont à distance par écran interposé. Et puis après, j'aurai l'occasion de redonner la parole aux uns et aux autres et Manon et Maureen de vous interpeller en direct. Nous avons en ligne Charles Guiriec, fondateur associé chez Poiscaille. Est-ce que vous êtes là, monsieur Guiriec ? Je suis là, au bout de la ligne. Super, et vous allez être avec nous, c'était au bout de la ligne. Dans le domaine de l'halieutique, c'est la moindre des choses. Et vous allez être avec nous pour simplement 30 minutes. Donc je vous donnerai la parole en entame, mais finalement, c'est bien dans le thème que nous allons évoquer d'assiette éthique et équitable. Nous avons également en ligne Jean-Louis Cazobon, vice-président de la région Occitanie, en charge de l'agroalimentaire et de la viticulture. Monsieur Cazobon, bonjour. Vous nous recevez ? Oui, je suis là. Et vous pouvez rajouter bonjour. Bonjour. Oui, et également de l'alimentation, ce qui tombe à pic. C'est noté, merci à vous. Et nous avons également Aïda Soumaoro, qui est responsable communication chez SA Racine. Bonjour. Il faut que vous activiez votre micro. Pour le moment, nous vous voyons, mais nous ne vous entendons pas. Toujours pas. Encore quelques secondes de test. Bon, là, magnifique, on a le son et l'image. C'est super. Donc, tout va bien. Alors, pour commencer avec Charles Guiriec, qui va devoir nous quitter un petit peu plus tôt. Monsieur Guiriec, si vous pouvez nous dire 2 mots de votre parcours assez atypique, universitaire, et puis enfin, pour le résumer par le petit bout de la lorgnette, finalement de l'océan au ministère de l'écologie, en passant par les AMAP, vous allez nous en parler. Et puis après, dans un deuxième temps, vous allez nous détailler l'initiative Poiscaille, qui est également très intéressante. À vous la parole déjà pour votre présentation, s'il vous plaît. Ok, alors moi je m'appelle Charles, j'ai 37 ans, je suis né à Bordeaux, j'ai un nom breton mais je suis bordelais. Je suis fan de pêche donc depuis tout petit, ce qui m'a amené à faire des études d'agro, donc je suis ingénieur agronome et j'ai fini ma carrière d'ingénieur, on va dire, où je l'ai commencé à Rennes où il y avait une spécialité pêche. Et un des points marquants de ma carrière, c'est au tout début, je trouvais pas de boulot d'ingénieur, mais j'ai trouvé un boulot d'observateur. Donc j'étais sur les bateaux de pêche à compter les poissons, et là j'ai vraiment compris ce que c'était la réalité et le quotidien d'une entreprise de pêche. C'était extrêmement important, je pense, pour la suite de ma carrière. J'ai travaillé après au ministère de l'Agriculture, à la direction des pêches,
Et là, je me suis rendu compte que c'était très intéressant d'être proche de là où se décident les choses. J'étais un peu ambitieux sur tout ça. Mais en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'impact et que j'allais pas changer grand-chose. Par contre, à l'autre bout, j'étais inspiré des AMAP de légumes qui se développaient pas mal et dans lesquels j'étais adhérent. Et je me suis dit, bah, il y a qu'à faire pareil avec le poisson. Tous les gens avec qui j'en parlais disaient, il y a qu'à faucon. Personne l'a fait. Donc un jour, j'ai fini par acheter une camionnette. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses en mettant 3 000 € sur le bon coin dans un véhicule d'occasion. Et c'est comme ça que ça a démarré en disant, achetons du poisson aux pêcheurs, vendons-le à des consommateurs et on va voir ce qui se passe. Ce qui a abouti à la création de Poiscaille en mai 2015. Et Poiscaille, donc c'est la version marine du panier légumes. On s'est inspiré des systèmes AMAP que tout le monde connaît pour faire pareil avec les pêcheurs. Donc on achète directement aux pêcheurs pour vendre aux consommateurs. On fait un poisson frais, durable, éthique. Tous les gens qui font du poisson disent qu'ils font un poisson frais, durable, éthique. Par contre, on a voulu objectiver. Donc c'est un peu notre lot d'ingénieurs qui a parlé là, de dire quand on parle de durabilité, c'est quoi? Et la durabilité, c'est des techniques tous. Donc on bannit le chalut et la drague chez Poiscaille. Il n'y aura jamais de langoustines dans les casiers Poiscaille parce qu'elles sont pêchées au chalut majoritairement. Des navires côtiers, donc qui font moins de 12 mètres, qui sortent à la journée, qui embarquent pas plus de 3 hommes à bord. Et un engagement éthique de payer les pêcheurs plus cher. Ce qui permet en fait de renverser un peu le système, de dire on paye cher les pêcheurs avec des poissons durables, donc en bon état, on les paye cher pour qu'ils en prennent soin et on les distribue rapidement aux consommateurs. Aujourd'hui, Poiscaille, donc c'est un système d'abonnement. Vous allez sur poiscaille.fr, vous dites je veux du poisson toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. On distribue ça dans des commerces partenaires qu'on appelle des points relais. Il y en a 500 partout en France. Et aujourd'hui, on a bientôt 11 000 abonnés chez Poiscaille, ce qui nous permet de travailler avec 150 pêcheurs partout en France, donc que des pêcheurs français, Manche, Atlantique, Méditerranée et même sur le lac Léman. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en payant les pêcheurs plus cher, et ça c'est notre choix sur la partie éthique, on a des impacts hyper intéressants. C'est qu'il y a des pêcheurs qui commencent à nous dire, moi depuis que je travaille avec vous, je peux me permettre d'arrêter de pêcher certains jours volontairement. Donc a priori, on est en train de toucher le fantasme de pêcher moins et gagner plus, qu'on espère amener à une échelle encore plus grande pour pouvoir avoir, au-delà d'un impact individuel, un impact collectif et voir l'état des stocks de poissons s'améliorer grâce à cette action. Alors bien sûr, Charles Guiriec, nous passerons la parole en suivant à Jean-Louis Cazobon qui nous dira sur la façade méditerranéenne de la région Occitanie si des initiatives de ce type sont à sa connaissance développées, mais peut-être pourrez-vous nous en parler également vous-même. Je pensais qu'il s'agissait de l'Atlantique, mais j'ai entendu, vous avez même parlé du lac Léman et donc de la Méditerranée, vous allez nous en dire deux mots. Avant ça, dites-nous quel est le regard que portent les autres pêcheurs des filières plus, j'allais dire, traditionnelles sur la démarche de Poiscaille. Alors aujourd'hui, ça y est, maintenant, après 5 ans, après nous avoir vus comme des Parisiens bobos qui débarquent sans rien connaître et qui vont rien comprendre, maintenant on dit ok, vous en êtes sortis, vous avez tenu. Aujourd'hui, on va faire presque 5 millions, ou voire entre 5 et 10 millions de chiffre d'affaires cette année, donc on commence à peser dans la filière. Par contre, les acteurs traditionnels, notamment les marieurs, donc qui sont les grossistes qui achètent à la criée aux pêcheurs, ne voient pas forcément d'un bon œil parce que nous, on a tendance à payer plus cher les pêcheurs. Et donc, les pêcheurs commencent à dire, bah ouais, en fait, vous nous payez mal. C'était le point sur lequel ils râlent depuis toujours. Mais en fait, les marieurs, ça n'a aucune conséquence sur leur approvisionnement. Et là, ils voient qu'ils commencent à avoir parfois, ponctuellement, un petit peu moins de poissons. C'est-à-dire le jour où il y a 4 rougets barbets qui sont pêchés à Port-la-Nouvelle et que le marieur de Port-la-Nouvelle les avait vus pour les acheter à n'importe quel prix à la criée pour son restaurant gastronomique de Montpellier. En fait, nous, on les a payés cher toute l'année et pas que à ce moment-là. Et en fait, le pêcheur, il nous les a réservés. Donc, il les a pas. Et le fait qu'on paye des pêcheurs plus cher, ça peut inquiéter certains acteurs de la filière qui jouaient sur un peu les coûts de dire je vends mon poisson à prix élevé à peu près toute l'année. Il y a des moments où je le paye très cher, il y a des moments où je le paye pas cher. Et c'est comme ça que je gagne. Des deux côtés du circuit de consommation, du côté des producteurs et du côté des consommateurs, des évaluations de différence, s'il vous plaît. Côté consommateur, par rapport aux tarifs du marché, j'ose pas citer le mot de grande distribution, mais du poisson de chez Poiscaille, ça fait en moyenne environ quel delta
par rapport à du poisson classique. Et côté producteur, quelles sont les différences de gains comparativement aussi à un engagement Alors, côté consommateur, on a essayé de comparer, c'est pas évident parce que tous les jours, les cours du poisson varient et la disponibilité n'est pas forcément la même partout. Mais on a essayé de comparer par rapport à Rungis, qui est là où achètent les poissonniers avant de vendre aux consommateurs urbains, majoritairement à Paris. On est au même prix qu'une poissonnerie traditionnelle, donc poissonnerie sur marché ou poissonnerie en boutique. Et on est entre 30 et 40% plus cher que la grande distrib, sachant que le bio en grande distrib est 70% plus cher que le conventionnel. Donc a priori, c'est plutôt une bonne affaire. Chez Poiscaille, le prix il fixe quel que soit le contenu du casier. Donc un consommateur chez nous, il va payer par exemple 20 € toutes les semaines son casier. Dedans, il va retrouver un coup du maquereau, du sévreau et un coup du homard. Ce qu'on peut voir, c'est que les gens qui auraient jamais acheté de homard, donc on leur fait acheter du homard et ils se disent mais en fait, j'en aurais peut-être jamais acheté. On est clairement aujourd'hui sur une clientèle plutôt CSP+. Pêcheurs, en fait, nous on est très intéressant sur les poissons les moins connus, donc tous ces poissons, sévreau, bog, paljo, bog ravel par chez vous, où en fait ces poissons vont être payés entre 50 centimes et 2 € sur la façade méditerranéenne. Nous, on va garantir 5 € minimum. Si c'est vidé, on va monter à 6. Si c'est bien calibré, on va monter à 7. Et donc, le mulet, par exemple, qui est payé 1 € à la Somatie à Marseille, on paye à un pêcheur de Martigues 7 € parce qu'ils sont vidés, calibrés, bien rangés. Et là, la différence de prix peut être nette. Sur les espèces les plus connues, comme les dorades, les loups, qui se vendent très bien déjà sur le marché, là, on va être à un prix fixe à l'année qui va être intéressant. C'est un prix moyen, typiquement. Je peux prendre le bar en Atlantique, on le paye 20 € toute l'année. En plein mois de novembre, c'est super intéressant parce qu'il va descendre à 12, et c'est là où il y a des gros volumes pêchés. En plein été, il va peut-être monter à 25. Ce qu'on voit, c'est que les pêcheurs nous disent, mais en fait, j'en ai rien à faire de faire ça, de faire le coup et de vendre plus, même si certains le font et le font en toute transparence. Mais je préfère en fait vous vendre à vous toute l'année, c'est simple, c'est garanti, et c'est la fidélité, je joue le jeu. Alors, on leur a jamais demandé. Ok, merci à vous. Bien sûr, on va vous poser dans cette table ronde sur l'assiette éthique, je vais vous poser la question de savoir quels sont les aspects qui vous paraissent particulièrement éthiques dans la démarche de Poiscaille. Est-ce que c'est la préservation des espèces? Est-ce que c'est le respect du travail du pêcheur? Je vous laisse quelques secondes, nous vous laissons quelques minutes pour y réfléchir, parce qu'entre-temps, je voudrais avoir l'avis, le coup d'œil de Jean-Louis Cazobon sur votre initiative, sur cette initiative, que sûrement devez-vous connaître, Monsieur Cazobon, concernant en tout cas la façade méditerranéenne de la région Occitanie, dont vous êtes le vice-président. Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, l'expérience qu'il a décrite, j'ai eu à peu près la même à un autre niveau. Moi, je viens de prendre ma retraite d'agriculteur, mais la ferme a été reprise par deux garçons, un qui était installé avec moi, le deuxième qui était ingénieur agro et qui a suivi à peu près le même parcours que lui, qui est revenu. Mon expérience, moi, la mienne, c'est pour ça que je fais le parallèle et c'est assez intéressant. Je me suis mis à fabriquer des yaourts sur l'exploitation parce que mon exploitation était trop petite, il fallait chercher une valeur ajoutée. Bon voilà, alors je faisais la tournée comme la tournée du boulanger, tournée de détail. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'emplois sur la ferme, on transforme la totalité du lait et même celle de la production de deux voisins, là, de jeunes qui sont installés. Cette logique, c'est la même. Dans un yaourt, il y a 4 centimes de lait, pas 5, 4. Vous mettez 1 centime de plus par yaourt. Le producteur qui a 60 vaches, il a un revenu de 40 000 € supplémentaires qu'il n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, ce qui veut dire que dans ce produit que je vous décris, le contenant est plus cher que le contenu. Et l'éthique, quand vous parlez de la table éthique, l'éthique, elle passe par là. La question à se poser,
c'est bien celle-là. Est-ce qu'on peut tisser un pacte entre le producteur, le consommateur, en entraînant la filière, c'est-à-dire transformateur, s'il est nécessaire d'avoir le transformateur et le distributeur. Voilà un peu l'idée, les jalons tels que nous les voyons. Alors en Occitanie, on a lancé, je ne sais pas si vous voulez que je continue, nous avons lancé une vaste enquête auprès de nos concitoyens, auprès des consommateurs. Il y a la première salve, 55 000 personnes ont répondu. Ça, ce n'est pas un sondage, hein, c'est une immersion dans l'Occitanie profonde. Et on était aidé par l'Institut CSA pour le dépouiller. Eux, ils pratiquaient par catégorie socio-professionnelle et puis des échantillons. Et alors, voilà, ils disaient, ça c'est très difficile à dépouiller, mais bon, on l'a fait, aidé par le personnel de la région, et il est bien ressorti, je vais à l'essentiel, hein, 92% des réponses, ils souhaitaient s'approvisionner localement, régionalement, et alors on avait dit, nous sommes la première région bio, première région aussi sous signe officiel de qualité, mais eux nous répondaient, bon très bien, vos produits là, parce qu'on a fait 25 réunions autour de la région, et nous répondaient cela, très bien, vos produits, mais où est-ce qu'on les trouve, comment on les reconnaît, notre priorité c'est celle-là, voilà un peu les attentes du consommateur, et à partir de là, après il y a eu une autre enquête qui a suivi, là 45 000 personnes ont voté sur des actions à mettre en œuvre, des axes prioritaires à partir desquels on veut essayer justement de faire engager les agriculteurs dans des contrats d'agriculture durable et cibler les actions de soutien en fonction des attentes du marché et des attentes des consommateurs. Voilà. Merci, Monsieur Cazot. Bon, je vous demanderai 2-3 précisions sur ces outils qui permettent, comme vous le disiez, de tisser un pacte entre producteurs et consommateurs à l'échelon de la région que vous représentez. On a parlé depuis ce matin beaucoup de local, quelquefois de micro-local. Là, on est sur un périmètre supérieur, mais du coup, ça veut dire des outils plus conséquents et sûrement plus efficaces. Vous nous en redirez 2 mots. Nous revenons avec Charles Guiriec. Je voulais revenir vers vous sur la question de la durabilité, mais surtout de l'aspect éthique de votre démarche. Bien sûr, le business plan est extrêmement malin et c'est une très bonne idée qu'a fait Flores aussi dans le domaine des fruits et légumes et avec une armada de consommateurs qui sont demandeurs. J'aimais beaucoup votre exemple du homard parce que sur les filières fruits et légumes, pendant cette année si particulière, de nombreux consommateurs qui ont découvert auprès de producteurs locaux ce concept du panier ont à cette occasion découvert des fruits et des légumes, notamment des légumes qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont appris à cuisiner. Donc tout ça est sympathique en diable en termes sur l'aspect éthique de la démarche. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant ? Le premier point, c'est le prix qu'on paye aux clients, aux pêcheurs. Et ce prix, il faut s'engager. Et alors le deuxième point, c'est l'engagement vis-à-vis de ces prix et du débouché pour le pêcheur. Nous, quand les pêcheurs, on a commencé à les contacter en 2015 pour démarrer Poiscaille, ils nous ont dit « Ah ouais, c'est cool, votre prix là fixe à 10 € sur telle espèce toute l'année, mais quand ça va être super cher ailleurs, vous allez m'appeler parce que là, vous ferez un super coup. Et quand ce sera pas cher ailleurs, mais en fait, vous m'appellerez pas parce que là, en fait, ça vaudra plus le coup d'aller acheter ailleurs. » Et il a fallu montrer patte blanche, et en fait, on montre patte blanche en achetant tous les jours pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, en s'engageant vis-à-vis des pêcheurs, en disant moi je te paye vite. Il y a même certains pêcheurs pour lesquels au début on a fait les factures à leur place parce qu'ils n'avaient pas de système de facturation. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous on voit encore des gens, on a encore des pêcheurs qu'on contacte qui nous disent moi les Parisiens, je me suis fait arnaquer par les gens de Rungis. Pas question que je travaille avec vous, quoi. Ou venez me voir, on embarque, venez à bord, on va voir.
Et c'est ça. Et nous, quand on débarque, ils sont un peu surpris, en fait. On dit, bah oui, on arrive avec nos sirènes, nos bottes de main, on monte sur le bateau, pas de problème, comment tu pêches? Ah oui, ah mais tiens, tu pêches comme ça. Et ça, c'est la considération des pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, les grossistes ou les gens de la filière, ont souvent, ou les distributeurs, ont souvent l'impression de tout savoir sur la production. Et de dire, bah, un producteur de lait, mais c'est comme ça que ça fait, t'as qu'à faire tes yaourts comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, ils connaissent pas, ou ils sont pas venus, et ils sont même pas intéressés. Et ça, c'est la partie un peu sous-jacente qu'on voit pas forcément. C'est facile de dire, on va payer plus cher. Enfin, c'est facile. Il y en a qui le font pas, mais c'est pas si compliqué. Par contre, les pêcheurs, ils sont super intéressés par le fait qu'on échange avec eux et qu'on considère leur quotidien. Ils nous racontent que personne qui leur achète du poisson ne vient embarquer avec eux et qu'on est souvent les premiers après plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années d'activité. Ça, c'est assez surprenant. Et ça nous permet derrière, nous, de raconter tous les dimanches à nos abonnés l'actualité de la côte. On appelle ça Radio Ponton. Ce qui permet d'expliquer à nos abonnés, bah, attention, cette semaine, il y a eu peut-être des sols et du thon rouge dans les casiers, mais il n'y en aura pas la semaine prochaine parce que tel pêcheur, il est à l'arrêt, il a une panne, tel autre, il est dans la tempête, donc il ne pourra pas poser ses filets. Et c'est ça que les consommateurs apprécient et nous, ils nous soutiennent vachement pour ça. On a envoyé un poisson d'avril aujourd'hui en disant qu'on allait faire du saumon d'élevage chez Poiscaille et c'était une blague. On a eu énormément de retours de la part de nos abonnés qui nous ont dit « Ah mais vous avez bien eu » parce qu'en fait on leur avait bien emballé le discours. Et ça c'est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à les former, à les éduquer. On peut dire, j'aime pas trop le terme éduquer, mais au moins les gens sont un peu plus alertes et ils vont pas se refaire avoir au premier discours un peu emballé, sympa, marketé. Oui, à les informer, parce que bien souvent, sans même parler d'éducation, c'est d'information dont il est souvent question. Un détail technique, parce que aucun engagement, donc nous entendons votre réponse sur l'aspect éthique de la préservation d'une filière, d'un métier, de savoir-faire et puis de pêcheurs au quotidien et d'équipage. Au concret, vous engagez sur un prix par espèce, d'après ce que j'ai compris, donc par calibrage sur une production à l'année, suppose un contrôle, mais de tous les jours. Enfin, comment vous vous organisez pour, je suppose que Poiscaille n'a pas 80 contrôleurs qui écument les littoraux de la Méditerranée, de l'Atlantique, sans compter le lac Léman tous les jours pour vérifier la production. Comment contrôlez-vous la qualité et l'engagement de prix qui vous permet de façon éthique de rémunérer les producteurs pêcheurs qui sont vos partenaires? La qualité, c'est simple, c'est que nous, on emballe le poisson, c'est-à-dire que le poisson, il est envoyé par le pêcheur à Paris aujourd'hui. Nous, on le récupère, on l'emballe et on l'envoie au consommateur. Donc, on voit passer tous les produits. Typiquement, il y a 2 nuits, on a refusé des poulpes de Port-la-Nouvelle parce qu'ils sont arrivés, ils étaient pas beaux. Le transporteur les a transportés au chaud, a priori. Et on est en contact en direct avec les pêcheurs tous les jours pour savoir ce qu'ils ont et ce qu'ils nous envoient. Donc ça permet de corriger ces questions-là. Et l'engagement de prix, c'est juste qu'on dit aux pêcheurs, voilà, on paye à tel prix, donc ça c'est lui qui nous facture et on discute pas ces prix-là. Et donc nous on a un catalogue fixe en disant c'est ça les prix, tu prends ou tu prends pas. Et la plupart du temps ils prennent parce que c'est supérieur au prix du marché. Et on joue cette variabilité qu'on peut avoir à la pêche, c'est-à-dire que les pêcheurs pourraient s'engager sur des volumes. On sait très bien que c'est impossible pour eux. Donc nous, il n'y a pas d'engagement vis-à-vis des pêcheurs sur les volumes aussi bien de leur côté que du nôtre. C'est-à-dire que s'ils ont du poisson, ils nous l'envoient et tant mieux. S'ils en ont pas, ils nous l'envoient pas et tant pis. Et nous, on se débrouille en fait avec notre réseau à remplir les casiers tous les jours. En face, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être les plus réguliers avec les pêcheurs pour gagner leur confiance et voir Poiscaille comme un débouché évident. Ça, c'est à nous de faire ce jeu et de pas rentrer trop de pêcheurs trop vite. Leur dire ouais super, on va te prendre 10 tonnes dans l'année, puis en fait les 3 premiers envois, on lui dit non, finalement on n'a pas de place pour toi. C'est tout le challenge. Mais les pêcheurs entendent ce fait que il y a des jours ça pêche, il y a des jours ça pêche pas, donc ils arrivent à entendre ça. Merci Charles Guiriec.
Jean-Louis Cazobon, nous revenons avec vous, si vous le voulez bien. Vous citiez l'intention forte et affirmée d'ailleurs de la région Occitanie de tisser un pacte entre producteurs et consommateurs. On entend bien dans la démarche Poiscaille que c'est à la fois éthique et aussi équitable pour les producteurs. Vous-même donnez votre témoignage passé d'ex-producteur et c'est fort intéressant. Quels sont les outils qu'a mis en place, dont dispose aujourd'hui la région, dans ce périmètre-là, pour accompagner les initiatives qui permettent justement de raccourcir les distances, j'allais dire, entre producteurs et consommateurs de façon équitable pour tous. Oui, alors là, plusieurs initiatives. Je commence par les circuits courts. La région, nous avons mis en place des aides pour acquérir le matériel, pour pratiquer ce mode de distribution dans les conditions sanitaires et réglementaires satisfaisantes, les vitrines, les véhicules frigo. On a mis en place ce qu'on appelle des passes agro-viti pour aider à la création d'ateliers de transformation. On a aidé les magasins de producteurs pour les rapprocher parce qu'au cours de ces enquêtes, les gens, les consommateurs nous disaient bon, « c'est très bien, mais chez moi, je n'ai pas accès à ça, il n'y en a pas à 10 km ». Ils répondaient aussi, notamment sur les marchés de plein vent. Alors on s'est rendu compte là, bien entendu, il faut être réaliste après, qu'il y a deux sortes de circuits de distribution. 72%, c'est ce que vous connaissez, c'est la distribution, et le reste, c'est toutes les initiatives qui peuvent être prises. Alors là, dans le même temps, à destination de la grande distribution, nous allons signer une charte pour qu'ils répondent aux aspirations des consommateurs, c'est-à-dire mettre dans leur rayon plus de produits de la région. Alors bon, il y a 1 an et demi de travail derrière, la crise sanitaire ne nous a pas aidés, mais nous sommes sur le point d'aboutir. Voilà. Alors c'est justement, et tout ça, ça répond à ces priorités, parce que derrière, quand on dit ça, nourrir, ce n'est pas que s'alimenter. Derrière, il y a vraiment, c'est pas moi qui le dis, tout le monde dit ça, c'est un acte citoyen, il y a toute l'économie qui s'en trouve bonifiée. Est-ce qu'il est logique, en 2020, quand on parle de 21, même, de questions environnementales, de faire un demi-tour de planète à une carcasse de bovin pour venir la faire consommer peut-être à 15 km où elle avait passé une partie de sa vie. Voilà, il y a des circuits à réorganiser et moi j'en reviens à ça. Je reprends souvent une formule qui n'est pas de moi, mais je ne sais pas d'où elle vient. Nos emplettes sont nos emplois. À partir de là, c'est toute la vie économique, mais pas que la vie en général, qui s'organise autour de notre démarche de consommation. Et derrière, on va plus loin, la crise nous l'a révélé. Va se jouer, à mon avis, là, dans les 10-15 années qui viennent, est-ce qu'on est capable de garder une agriculture de proximité, familiale, justement pour assurer l'autonomie alimentaire et la résilience. On a vu lors du premier confinement qu'on a constaté que 45% des poches de farine que l'on trouvait dans les magasins venaient d'Italie et d'Allemagne. On était en rupture d'approvisionnement alors que la France est un grand pays exportateur de blé. Nous voyons bien là qu'il y a quelques lacunes, qu'il y a pas mal d'activités. On ne l'a pas constaté uniquement dans l'alimentation, mais également dans l'alimentation. On a besoin de relocaliser tout ça et en clair, à mon avis, ça fait partie de l'éthique. Merci à vous. Du coup, je vous soumets une question qui vient de nous arriver d'un internaute qui n'est pas directement reliée avec les missions régionales, mais qui vous concerne tout aussi bien. Dans la perspective d'une production durable, faut-il prioriser les efforts sur l'offre, la production, ou sur la demande, la consommation? Alors, je sais que vos leviers sont plus directs, plus faciles sur la production que sur la consommation.
que vous pouvez encourager ou avec des mises à disposition de différentes manières. Mais quel est votre avis, Monsieur Cazobon, sur cette question? Plutôt travailler l'offre ou plutôt soutenir la consommation? Plutôt l'offre, allez-vous me dire, je pense. Je vais vous faire une réponse de Normand. Mais oui, voilà, même si je suis occitan, je vous dirais les deux, mon adjudant, on doit agir sur les deux, avec de la promotion, de la communication. Dans une région comme la nôtre, ce que je peux dire, c'est que nous avons des atouts. Cette région, c'est une mosaïque de terroirs. Sur 13 départements, elle est très vaste, très grande, mais on voit bien que les reliefs sont différents, les climats également sont différents, et on a besoin d'accompagner tous ces produits de qualité, parce que c'est pas ici que nous ferons les meilleurs rendements de France, mais les consommateurs, pour certains le reconnaissent, pour d'autres, c'est plus ce que vous disiez, c'est une réalité, c'est pas évident d'agir sur le comportement des consommateurs, parce qu'ils agissent selon les jours de la semaine, ils reçoivent des amis. On ne consomme pas, et nous on est tous pareils, on ne consommons pas de la même manière, selon les jours de la semaine ou des moments de la vie, de la journée même. Donc voilà, alors par contre, on a besoin de le porter à connaissance du consommateur, de mener des campagnes de communication, et le pacte dont je parlais tout à l'heure, il passe par là, quoi. Une dernière question qui nous vient également d'un internaute, toujours pour vous, Monsieur Cazobon, qui, elle, est très technique, avant de passer la parole à Aïda Soumaoro. Une question, nous précisons, pour JLC. Y a-t-il une clause sur la rémunération des producteurs? Question fermée. Est-ce que la région Occitanie a un dispositif et une clause, notamment concernant la rémunération spécifique des producteurs en circuit court? Non, alors il n'y a pas d'objectif fixé, il n'y a pas de clause. Bon, quand on parle circuit court, je vous ai dit, les moyens d'encourager ça, on a mis même à destination de la restauration collective, on a pas par tous les départements, mais on a commencé, enfin c'est pas de notre propre initiative, mais nous l'avons encouragé, les plateformes de regroupement de l'offre. Parce que la restauration collective, c'est 75 millions de repas, là, entre je parle que du scolaire, là, hein, je parle pas des entreprises. Donc, mais on a besoin de les placer dans les mêmes conditions d'utilisation des produits que ceux qui connaissent par d'autres circuits. En clair, en termes de praticité, disons les légumes, il nous faut des outils. On a financé des légumeries pour que les produits soient prêts à l'emploi. En clair, on ne va pas amener 4 sacs de pommes de terre dans un lycée pour faire les frites, ça ne marche pas. Sauf, évidemment, quand il y a vraiment une démarche de militants et que l'établissement est de dimension réduite. Mais voilà, alors il y a ces outils, plateforme, un coup de téléphone, disons une commande, une livraison, une facture. Ils aspirent à ça. Alors on a essayé de monter ça, mais on n'a pas mis de prix. Le prix, évidemment, on ne peut pas le fixer. C'est une grande difficulté. Ce serait l'idéal de pouvoir contractualiser, évidemment, hein, mais nous ne l'avons pas fait, non. L'idée est jetée en tout cas. Je reviendrai vers vous, Monsieur Cazobon, tout à l'heure sur une autre thématique que nous allons notamment aborder avec Aïda Soumaoro, qui est celle de la valorisation des biodéchets. Alors même si ce n'est pas directement votre périmètre, vous nous direz le regard de la région sur ces aspects. Aïda Soumaoro, donc vous êtes responsable communication chez SA Racine, société qui a plusieurs métiers en son sein et une histoire plus qu'il 33 ans d'ancienneté. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi vous présenter bien sûr, mais aussi nous présenter cette société dans son activité et ses principales caractéristiques aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bonjour à tous.
Racine, donc moi je m'appelle Aïda, effectivement, comme je vous disais, je suis responsable de la communication chez Racine. Aujourd'hui, Racine est une PME dont les activités sont effectivement diverses parce qu'on va gérer la production, l'importation, l'exportation et la distribution de produits alimentaires ethniques pour des consommateurs qui sont issus de la diaspora africaine, malgache et de l'océan Indien partout dans le monde. Donc, pour faire bref, nous commercialisons des produits issus de l'agriculture conventionnelle et bio, traditionnelle d'Afrique, de l'océan Indien, comme par exemple des semoule, des farines, des jus, des infusions et même des super aliments parce que l'Afrique en produit beaucoup également. Notre siège social est en France, à Montpellier même, donc on n'est pas loin. Notre entrepôt et le service commercial se trouvent en région parisienne parce que nous avons beaucoup de nos clients qui sont des épiceries ethniques qui sont basées sur Paris. Et nos ateliers de production, quant à eux, sont situés à Madagascar, au Bénin et au Sénégal. Donc voilà. La société Racine a plus de 30 ans, hein, les 3 ans qu'on s'est passé tout à l'heure. Et depuis les départs, en fait, Racine s'est donné en fait comme mission de faire le lien entre la culture culinaire d'Afrique et de l'océan Indien et cette diaspora à travers le monde. Donc, Alors, peut-être, merci Aïda, merci à vous. Peut-être pourriez-vous nous parler de 2 dossiers, 2 projets phares ces temps-ci chez Racine. La démarche Fair for Life qui a été engagée depuis 2010 sur les produits bio et la quête de filières équitables. Quelles difficultés rencontrez-vous dans cette démarche? Quelles sont les collaborations qui ont été nouées pour faire aussi écho éventuellement à ce qui se fait dans les collectivités, avec les collectivités territoriales. La démarche Fair for Life. Et puis après, nous parlerons de la valorisation des biodéchets. C'est vrai qu'en tant qu'industriel, on est confronté à des défis sociétaux. Donc là, sur la partie production, mais aussi vis-à-vis du consommateur. Par rapport à ce consommateur, en 2010, nous entrons dans une démarche de certification de produits bio. Donc là, c'est pour le respect des consommateurs, pour le respect Aïda, excusez-moi, pardonnez-moi de vous couper une toute petite seconde. C'est juste pour saluer Charles Guiriec qui est obligé de nous quitter. Je vous rends la parole de suite après. Monsieur Guiriec, bonne continuation avec Poiscaille sur l'Atlantique, en Méditerranée. Merci pour votre participation à notre table ronde. Merci, bonne journée. Merci à vous. Aïda Soumaoro, avec encore nos excuses, mais Monsieur Guiriec ne souhaitait pas s'en aller tel un voleur qui quitte une visio de façon inopinée. Nous vous rendons la parole sur la démarche Fair for Life. D'accord. Donc, je vous disais qu'en 2010, on est parti sur une démarche de certification. Déjà, ça a été par étapes, en fait. Hein. On est parti sur une démarche de certification du produit bio. Et en fait, ce travail de proximité avec les producteurs nous a fait aller plus loin dans la démarche. Et on a débouché assez rapidement sur une démarche équitable. Aujourd'hui, plusieurs de nos filières sont attestées. Fair for Life. Donc, nous, on a choisi un référentiel, de se mettre dans un cadre pour avoir, en fait, quand on part sur une démarche de ce type, on a des indicateurs à surveiller. Et nous, on a choisi la démarche FFL, Fair for Life. Donc, voilà, de façon assez concrète, je pourrais vous faire voir par exemple sur la filière hibiscus. J'ai amené quelques produits. Alors, il faut voir que par exemple, nous, quand on a commencé à travailler sur l'hibiscus et qu'on a proposé l'hibiscus, aujourd'hui, ça c'est notre produit principal. Voilà, c'est des calices d'hibiscus
qui sont principalement consommés sous forme d'infusion par la diaspora africaine, donc vers le Bissau. Ça, c'est le produit principal. Et avec les producteurs, en fait, on a travaillé sur la valorisation de toute cette chaîne de production qu'il pouvait y avoir autour du Bissau. Puisque pour faire ce produit-là, on va utiliser principalement des calices entiers, des fleurs entières. D'accord, c'est ce que les personnes achètent. Donc ça, c'est le produit principal. Mais il y a d'autres produits derrière qui vont découler, à savoir qu'il va y avoir des brisures. Et les brisures ne sont pas commercialisables. Les consommateurs s'en détournent. Ils préfèrent les fleurs entières. Donc nous, avec les producteurs, mais également avec toute l'équipe de Racine Recherche et Développement, on s'est posé des questions de savoir comment est-ce qu'on pouvait valoriser ces brisures. On a travaillé sur la mise en place de produits comme ceci. Donc ce sont des infusions, hein, tout simplement, des infusions dans lesquelles vous allez trouver effectivement des brisures d'hibiscus. On va également avoir des produits comme ceci qui sont des compléments alimentaires dans lesquels vous allez trouver de la poudre d'hibiscus qui va avoir aussi des vertus. Donc là, on a la chance de travailler, comme je le disais tout à l'heure, certains produits sont aussi des super aliments. On a la chance de travailler l'hibiscus qui est un super aliment et qui peut être valorisé sur du complément alimentaire. On va également travailler sur des boissons. Donc voilà, ça c'est une boisson à l'hibiscus dans laquelle on va valoriser également ces brisures. Et enfin, pour aller encore plus loin, ce type de produit, on va être sur la valorisation des graines d'hibiscus qui ont également des vertus pour la cosmétique. Et donc de vendre, on va presser ces graines et les valoriser sous forme d'huile pour la cosmétique. Donc tout ça pour vous dire que quand on a un produit, en fait, en tant qu'industriel, quand on a un produit, il est important et de notre point de vue, c'est une démarche également responsable avec les producteurs de se dire qu'est-ce qu'on fait de ce produit, comment est-ce qu'on l'amène et comment est-ce qu'on va en exploiter son intégralité pour justement générer, on va y venir je pense après, mais pour générer le moins de déchets possible. Oui, effectivement, l'exemple du traitement de l'hibiscus est extrêmement parlant et permet de toucher de façon très concrète les perspectives que Racine peut ouvrir pour des producteurs qui seraient à milieu, dans tous les sens du terme, de telles perspectives pour cette jolie plante. Parlez-nous, Aïda Soumaoro, responsable communication chez Racine, parlez-nous aussi de la valorisation des biodéchets, notamment dans un atelier au Bénin qui traite patates douces, manioc, bananes, plantains, avec des pistes de méthanisation, de biogaz, et aussi en lien avec l'Occitanie et les Jeux pour notre territoire. Quelle reproductibilité, avant que je demande le coup d'œil de Jean-Louis Cazobon sur ce que vous allez pouvoir nous présenter. Alors, vous êtes bien renseigné. Effectivement, en fait, on a donc notre unité de production qui est au Bénin. On travaille vraiment en lien avec les producteurs de façon très étroite, puisqu'on est en train d'ailleurs de construire une partie de l'atelier vraiment au cœur des champs. Donc, voilà. Et en fait, on va traiter le produit de A à Z. On va chercher le produit au champ, on l'amène à l'atelier et il va être traité à l'atelier. Aujourd'hui, on estime à environ 2 tonnes par jour de produits qui sont traités et transformés dans nos ateliers. Et cette production de déchets, cette production de produits va générer des déchets. Environ, pour 2 tonnes, on va évaluer à peu près 500 kg de déchets. Les déchets, ça va être des épluchures, ça va être des eaux usées, des produits qui sont juste été écartés parce que sont crevés ou des choses comme ça. Donc on va les Excusez-moi Aïda, on a une connexion qui est un peu dégradée. Excusez-moi, on a une connexion qui est un peu dégradée. Ça a coupé 500 kilos jour, semaine, mois, année?
500 kilos pour 2 tonnes, on va dire. Pour D'accord. 2 tonnes par jour, on Par va jour. avoir à peu près 500 kilos de déchets. D'accord. Voilà. Et ces déchets, il faut en faire quelque chose. Jusqu'à maintenant, on était en lien avec les éleveurs locaux. On leur donnait donc les épluchures de manioc, de patates douces. On leur donnait ces déchets et ils les donnaient pour le bétail. Donc ça servait à l'alimentation pour le bétail. Sauf que la demande a augmenté, l'activité fonctionne bien, et on se retrouve avec de plus en plus de déchets à gérer. Et la seule activité de retraiter avec les éleveurs locaux pour le bétail ne suffisait plus. Donc, nous avons travaillé à la mise en place d'une unité de gestion de ces déchets sous forme et de valorisation de ces déchets sous forme de biogaz. Très bien. Jean-Louis Cazobon, votre coup d'œil sur la valorisation. Alors, on n'est pas tout à fait dans le cœur de la ligne de l'alimentation durable, mais en même temps, la notion de durable, c'est aussi une façon de traiter correctement ces déchets. Sur le traitement des biodéchets, sur la valorisation des traitements des biodéchets, il y a plusieurs filières historiques de notre région dans l'agroalimentaire qui y réfléchissent et qui s'en occupent depuis un petit moment. Est-ce que vous pouvez nous faire un point résumé sur l'intervention, l'aide de la région Occitanie sur ce registre ? Oui, alors bon, la région, bien entendu, elle ne le pilote pas directement, mais elle vient en soutien d'initiatives qui tentent à les valoriser. Elle se trouve un peu, comme le disait votre interlocutrice maintenant, l'oratrice précédente, soit c'est des regroupements d'exploitation qui ont des projets de méthanisation, mais il y a aussi moi j'ai en tête un syndicat de traitement des déchets qui est très en pointe, qui produisait à partir des ordures ménagères, mais pas uniquement. Alors cette partie de déchets organiques, méthanisation, mais aujourd'hui, leur projet, c'est de, à partir de cette énergie, fabriquer de l'hydrogène. Alors, bon, la région, elle intervient, je ne les ai pas en tête, mais je vois plusieurs de ces dossiers qui ont une forme de valorisation, justement, très souvent en biométhanisation. Mais dans le même temps, la région, elle conduit disons des initiatives d'anti-gaspi, si vous voulez, de faire le moins possible de déchets. Voilà, et puis des actions de sensibilisation à ce niveau-là, comme un peu partout en France. Mais sinon, elle soutient, et ce que je peux vous dire, c'est que ça bouge fortement en ce moment, ces derniers mois, cette dernière année, il y a pas mal de projets de valorisation de ces déchets en réflexion, en gestation, qui vont voir le jour ces prochaines années sûrement. Ok, merci à vous. Alors, Manon Plouchard, une question vous concernant. Qu'est-ce qui, selon vous, peut motiver les porteurs d'innovation à s'engager pour la durabilité, qui suppose d'adapter des process quand il ne s'agit pas d'investissement, de s'adapter finalement à une zone de production et à des interlocuteurs producteurs selon leurs critères. C'est beaucoup de contraintes. Quelle est la motivation selon vous ? Oui, donc nous, en fait, on s'est vraiment basé sur les 5 innovations qu'on a étudiées et qu'on vous a présentées là dans les vidéos précédentes. Et on a observé qu'il y avait des motivations très différentes en fonction des porteurs de projets. Il y avait des motivations, d'abord économiques, puisqu'en fait, il y a certains porteurs de projets qui doivent nécessairement changer leurs pratiques vers plus de durabilité s'ils veulent pouvoir résister face au changement climatique et continuer à être rentables dans le contexte de changement climatique. Donc c'est le cas par exemple de l'innovation qui a été présentée autour de l'activateur de compost au Burkina Faso.
Mais ce n'est pas une réponse suffisante parce qu'en fait, on a vu qu'il y a certaines innovations qui sont pas rentables. Donc, ça veut dire que les porteurs de projets ont nécessairement d'autres motivations. Donc, il y avait des motivations environnementales. Donc, il y a certains porteurs de projets qui avaient déjà une forte conscience environnementale avant de lancer leur projet, qui souhaitaient vraiment s'engager pour réduire l'impact environnemental de leur activité. Et donc ça, on l'a vu par exemple dans une vidéo qui a été présentée autour de la comptabilité CARE ou même des abattoirs mobiles. C'est vraiment des acteurs qui ont vraiment en tête tous les enjeux environnementaux et qui souhaitent s'engager pour le climat. Et enfin, on a vu un autre type de motivation qui était d'ordre social. Dans les méthodes d'abattage, notamment, les acteurs qu'on a rencontrés voulaient vraiment revaloriser leur métier, gagner même en fierté et en reconnaissance de la part du public, de la part de leurs clients. Et donc, c'est vraiment ce qui les motivait principalement, de se réapproprier toutes les étapes de la chaîne de production. Mais après, il n'y a pas que les porteurs de projets qui doivent avoir des motivations suffisantes. Enfin, comme on a vu dans certaines de nos innovations, il y a d'autres acteurs qui s'impliquent pour que ça fonctionne. Alors, il y avait notamment les pouvoirs publics, il y avait des acteurs de la grande distribution. Et alors, eux, ils sont portés par des motivations encore différentes. Notamment la volonté de transparence vis-à-vis du public, la notion de rendre des comptes à la population, et aussi parce que sous la pression sociale, ils ont besoin de changer leur façon de faire. Donc ça devient aussi des outils marketing pour certaines entreprises. Merci à vous. On passe la parole ensuite à Maureen sur une autre question. Mes questions sont toujours très simples, et puis c'est à vous de leur donner non pas du sens, mais du contenu. Comment les consommateurs peuvent-ils soutenir les innovations que vous nous avez présentées? Bien sûr, en achetant, aurait-on envie de dire, mais c'est très réducteur selon vous. Dites-nous-en davantage. Alors justement, on a pu observer lors des études de nos innovations, voilà, que c'était des produits quand même assez particuliers et que la première difficulté du consommateur pour soutenir ces initiatives, c'était tout simplement de les trouver. Donc pour cela, des conseils qu'on pourrait donner aux consommateurs pour pouvoir les trouver sur leur territoire, c'est tout simplement de se reconnecter davantage aux acteurs locaux, aux producteurs. Pour cela, aller vers davantage du coup d'endroits comme les marchés de producteurs, tout simplement, pour pouvoir trouver ces produits, s'informer aussi sur ces initiatives via par exemple des journées comme la JPAD. Voilà, pour avoir plus de connaissances sur leur production et la manière dont on peut les gérer durablement. Et puis c'est vrai qu'il y a un deuxième point important chez le consommateur, c'est tout simplement qui commence tout doucement à faire évoluer sa mentalité. On parle souvent du consommer moins mais mieux, avec cette question du consentement, du prix à payer. Puisqu'en effet, il y a encore beaucoup de produits, notamment qu'on a étudiés, qui restent plus chers que la moyenne. Et donc, ça reste, ça passe par une transparence de la part des producteurs sur ce prix qui est plus équitable pour les producteurs. Et donc, une meilleure communication avec le consommateur sur cet aspect-là. Mais voilà, du coup, pour conclure sur cette question, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la responsabilité du consommateur sur cette question-là. Or, il ne faut pas oublier qu'elle s'inscrit dans un contexte qui est plus global du système alimentaire et qu'au final, oui, le changement du consommateur n'est pas le seul facteur à prendre en compte, si ce n'est le moindre, face aux évolutions qui doivent aussi s'inclure au point de vue politique et des entreprises et PME plus grandes qui doivent elles aussi avoir leur part de responsabilité pour aller vers cette durabilité. Alors comme il nous reste quelques minutes, j'ai envie de lancer un sondage, blague à part, sur la bonne pratique, le bon exemple. LE Capital, on est dans cette table ronde sur l'assiette éthique et équitable. On a perdu le bel exemple, la belle success story de Charles Guiriec, mais que ce soit Aïda Soumaoro sur la reproductibilité de bonnes pratiques développées par Racine, sur vous,
Manon et Maureen, dans votre cursus universitaire, quelles sont les meilleures pratiques, c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas avec le plus de retombées ou avec une mise en œuvre facile, vraiment la bonne idée, vous savez, le trombone, l'élastique, de ces bonnes idées, on se dit que serait un monde sans élastique. Bref, la bonne idée en termes d'assiette éthique et équitable. Et puis voyons si Jean-Louis Cazobon, de son côté, pourra nous dire parmi ces idées que vous aurez présentées, quelle est celle qu'il trouve la plus sympathique en tant que vice-président de la région Occitanie, et puis si lui aussi a quelques belles initiatives à mettre en avant. Aïda Soumaoro, on vous laisse ouvrir le bal. Quelle est la pratique, l'idée, l'initiative de Racine qui vous paraît la plus reproductible, la plus valorisable et la plus intéressante à reproduire? La plus... Vraiment, je pense que cette valorisation des déchets et le fait d'aller travailler sur comment on peut avoir le moins d'impact possible, je pense que ça, c'est un point qui est important. Et après, nous, tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait avec les producteurs, le fait de ne pas, on parlait, là, les jeunes filles tout à l'heure parlaient du lien que les consommateurs devaient recréer du lien avec les producteurs. C'est exactement ce qu'on a fait en fait. Nous, on était clients à un moment et on est passé beaucoup plus proche en fait des producteurs jusqu'à aujourd'hui à aller implanter nos ateliers directement au cœur des champs pour être au plus proche des producteurs, de leurs problématiques. Ça nous fait penser à ce que disait Charles tout à l'heure. Ils vont sur les bateaux pour regarder comment se passe la pêche. Nous, c'est exactement la même chose et je pense que ça, au final, il faut réinvestir et réincarner toute cette relation avec les producteurs. Moi, je pense que c'est ce qui a probablement de plus simple à faire. Notre conscience de notre impact va venir de là. Et c'est pour ça, nous, qu'on a derrière l'unité de production de biogaz dont je vous parlais, elle a découlé de cette prise de conscience qu'on était implanté au cœur d'un environnement où on avait un impact concret et que les déchets, on pouvait pas ne pas s'en occuper et qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour améliorer le quotidien de ces personnes. Donc je pense en vrai, le point de départ, il est là. Retisser des relations avec les producteurs et être au plus proche des personnes. Merci Aïda. Manon, de votre côté, dans votre cursus, dans votre parcours, dans l'ensemble des interlocuteurs, producteurs aussi, intermédiaires que vous avez eu l'occasion de rencontrer, quelle est l'initiative qui vous paraît de l'ordre du paradigme, du modèle à reproduire et vraiment la bonne idée? Peut-être que moi, je peux vraiment parler du point de vue du consommateur. En fait, j'ai l'impression que c'est très difficile pour les consommateurs de bien se repérer dans tout ce qu'il est possible de faire et comment consommer. Et qu'en fait, quand j'entends parler, par exemple, Poiscaille, que je connais assez bien par ailleurs, je trouve qu'en fait, pour le consommateur, le plus important, c'est de s'informer, de comprendre les enjeux et de se tourner vers des acteurs en qui il a confiance. Donc, par exemple, pour consommer du poisson, en tant que consommateur, c'est très difficile d'aller sur un stand de poissonnerie et de choisir un poisson. On ne sait pas comment il a été pêché, on sait pas. Et donc, en fait, de se tourner vers des acteurs en qui on a confiance, par exemple, Poiscaille pour consommer du poisson ou d'autres acteurs dans plein de domaines, Racine pour des produits exotiques. Je trouve qu'en tant que consommateur, c'est rassurant en fait, de se rattacher et de faire confiance à des acteurs dont c'est le métier et qui s'y connaissent suffisamment. De votre côté, Maureen, l'expérience marquante de ces dernières années et de vos rencontres? Alors, c'est vrai que pour répondre peut-être plus spécifiquement et rebondir sur quelque chose qu'avait dit Aïda, c'était sur ce lien entre producteurs et apprendre justement à connaître tout au long de la filière le métier que fait chacun. C'est vrai que notamment, moi je trouvais qu'il y avait un levier qui était intéressant, c'était celui de la transformation. Et que moi, une initiative que j'avais trouvée intéressante, une que j'ai étudiée notamment au cours de cette vidéo, c'était vraiment celle de Brise de Terre, située au Cap d'Agde, qui a permis de transformer du coup des poissons, des produits issus de la pêche locale
Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant, cette démarche, dans le sens où voilà, on disait, on recrée ce lien entre toute la chaîne, on comprend mieux ce que disent les producteurs, mais voilà, on leur laisse faire le métier et nous on fait le nôtre de notre côté. Merci Maureen. Jean-Louis Cazobon, nous vous laissons le mot de la fin sur cette table ronde sur les aspects éthiques et équitables. Hein, je repensais en écoutant Aïda Soumaoro le traitement des biodéchets, nous repensais à notre belle et grande région Occitanie, première productrice vitivinicole en France, et le traitement historique des biodéchets que sont les mous de raisin. Donc on n'est pas sur l'idée du moment de la semaine dernière et qu'on aura oublié la semaine prochaine, mais sur le fond, quel est le mot que vous pouvez nous dire pour terminer cette table ronde éthique et équitable de la part de la région ? Oh, bah, écoutez, bon, à un moment donné, j'ai pas bien entendu Madame Soumaoro, sauf à sa dernière intervention. Et là, effectivement, je crois qu'elle a bien résumé la situation, mais moi, je ne ferai pas un choix, comment vous dire, on en revient à les initiatives, dès qu'elles sont, est-ce qu'elles sont reproductibles? Et si on peut les dupliquer, moi je pense que la clé du succès, elle est là. Quand une initiative a réussi, c'est la preuve par l'exemple. Est-ce qu'on peut la dupliquer par ailleurs, la développer? C'est de cette direction que nous devons travailler. Parce que quand on parle, là, il m'est revenu en mémoire plusieurs choses. Il ne faut pas qu'on tombe non plus dans l'élitisme, dire voilà, ça c'est l'idéal. Dans une région comme la nôtre, bon, il y a 6 millions de personnes, il y en a 1 million qui flirtent avec le seuil de pauvreté, je dirais au-dessus, au-dessous, enfin, disons, quand je dis seuil de pauvreté, c'est des petits revenus. Bon, alors, en termes d'alimentation, on doit fournir à ces gens-là aussi, il faut qu'il y ait le choix de toute la gamme. Quand je disais tout à l'heure, selon les moments de la journée ou de la vie du citoyen, il faut qu'on fasse attention à ça. Et moi, chose qui m'ont frappé, c'est on a mené une opération bien manger pour tous. À mon avis, elle fait partie de l'éthique aussi. Pendant le premier confinement, il y a des producteurs qui n'ont pas pu vendre leurs produits sur Rungis, ou les gens qui étaient spécialisés dans la fourniture de la restauration, comme ils étaient fermés, ils se trouvaient avec la marchandise sur les bras qui allait se gaspiller. La région, nous avons débloqué une enveloppe là, de 2,5 millions, je pense, à ce moment-là. On a fait d'une pierre deux coups. On a acheté cette marchandise aux producteurs et on l'a donnée aux associations de solidarité. On les a dotées, qui l'ont distribuée. Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique. Et voilà, donc, et ça, cette opération, on a baptisé ça Bien manger pour tous. Elle va se poursuivre. Bon, en termes de budget, c'est assez coûteux, mais voilà, tout ça, ce sont des opérations que l'on doit mener. Merci à vous, Monsieur Cazobon. Effectivement, l'aspect équitable est également, évidemment, j'allais dire, solidaire. Sympathique de finir cette table ronde sur ce mot-là. Merci à tous les participants, aussi à Charles Guiriec qui nous a quittés, à Aïda Soumaoro. Merci à vous, mesdemoiselles Manon, Maureen, merci bien. Quelques minutes de pause et nous nous retrouvons à 13h45 pour la séquence inspirante avec Laure Vidal de Il était un fruit. À tout de suite.